Bonjour, c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris, Île-de-France. Je ne sais pas comment vous vivez la période actuelle, presque une semaine après Aston Villa, plus d'une semaine avant Arsenal. En cyclisme, on appelle ça une étape de transition, de la plaine, après les Pyrénées, avant les Alpes. Nous, nos plaines, elles s'appellent Le Havre, Nantes, Nice. 3 matchs qui n'ont pour objectif que de prolonger l'invincibilité en Ligue 1 et maintenir tout le monde en forme sans se blesser. Attention. Contre Le Havre, la rotation, elle était complète sur le terrain et même en tribune. Parce que oui, une fois de plus, dans un match moins important, le Parc des Princes n'a pas fait le plein. Quelques sièges vides en Boulogne, en tribune Paris, bien sûr en Borély également. Alors attention, l'idée n'est absolument pas de critiquer les supporters qui n'ont pas pu ou pas voulu venir au Parc des Princes pour un match dont l'intérêt était minime un samedi de week-end de Pâques et avec un beau temps. Non, l'idée c'est de se souvenir au moment où le PSG va annoncer dans la semaine les 3 derniers lieux retenus pour son nouveau stade, que le parc de 47 000 places n'est pas complet à chaque match. Alors il y a toujours un truc, le froid contre Nantes en novembre, la grève des métros contre Reims en janvier, et là les jours fériés contre Le Havre en avril. C'est vrai qu'à Massy il fera super chaud tout le temps, le RERB ne sera jamais impacté, et le week-end de Pâques ou du 1er mai ou du 11 novembre, tout ça, ça sera supprimé. Franchement, je veux pas qu'on vive une situation où on voit des matchs avec un peu moins d'intérêt et on en vienne à se demander s'il faut supprimer la partie supérieure là, du stade là, ou pas. Voilà, moi je parle d'un stade je parle du stade une fois tous les 2 mois à peu près, mais c'est important de rappeler notre réalité. Peut-être qu'une enceinte de 90, 80, voire même 70 000 places, ça correspond pas à notre ville et à notre club. Maintenant, on va parler terrain, 100% PSG La Tribune, c'est parti. 100% PSG, La Tribune. Au sommaire de 100% PSG, La Tribune, on aura le traditionnel j'aime pas sur le match du PSG face au Havre. On aura quelques débats plutôt sympathiques. Luis Enrique est-il le meilleur entraîneur de l'histoire du club ? Il y a un sondage qui dit que les supporters parisiens le pensent. 62% des supporters parisiens d'après un petit sondage Odoxa. On va se faire le petit débat dans La Tribune. On parlera également de Mayoulou et de Mbaye. Quelle est véritablement leur place dans le projet du Paris Saint-Germain ? Est-ce que vous leur voyez un futur dans l'équipe première ? Et puis on se demandera si pour le match de Nantes ou de Nice, dans lequel on mettra l'équipe type. Est-ce qu'il y a un match sur lequel il faut mettre l'équipe type, Nantes ou Nice ? C'est un peu plus clair quand je le dis comme ça. On y va, on va parler de tout ça tout de suite dans 100% PSG La Tribune. 100% PSG, La Tribune. Ah, c'est pas facile, c'est férié, voilà, faut pas m'en vouloir. Qui compose La Tribune aujourd'hui ? Alexandre Affallo est avec nous. Salut Alex. Ouais, t'as écorché mon nom, toi. Quoi ? T'as dit Affallo. C'est Aflalo. Tu peux le redire lentement, s'il te plaît ? Alexandre Aflalo. Merci Romain Bédou, Ça bonjour. Ça va super, et Il y toi ? a une super ambiance. Joyeuse Pâques. Ça va bien ? Ça va super. Ouais. Baptiste Durieux est avec nous. Salut Romain. Comment ça va ? Tout va bien, beaucoup apprécié ton propos sur le stade, sujet qui me tient à cœur et Ouais. je souscris à ce que tu as dit, notamment la capacité du stade. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et c'est très bien d'avoir un stade qui est plus petit, plus petit, en tout cas de 50 000, 60 000 maximum. Donc Il y a plusieurs problématiques dans la problématique. Bah, C'est-à-dire bien que sûr. tout le monde parle du fait de déménager Mm. de Paris pour aller en banlieue, Mm. mais il y a aussi la problématique de est-ce qu'on a véritablement besoin de plus et de énormément plus. Voilà. C'est évident. Mais voilà, sujet très intéressant. C'est pas l'objet de la tribune d'aujourd'hui, mais on en reparlera, j'espère. Bien sûr, ah bah ça, oh là là, oh là là. Et Tidiane Imbo est avec nous, salut Tidiane. Salut Romain, salut tout le monde. Ça va ? Écoute, ouais, très bien, très bien. S'agissant du stade, t'en parles peut-être tous les 2 mois ou 3 mois, mais à chaque fois je suis là. Ah ouais ? La dernière fois que j'étais venu, t'avais évoqué justement les Ouais. stades en ville. T'étais Ah oui, allé c'est vrai, à, c'était à- après à Lyon. Lyon. C'était après voilà, Lyon, ouais. exactement. Et Effectivement. aujourd'hui, c'est le sujet des places. Mais écoute, de toute façon, tout ça va falloir en discuter parce que le projet de stade il s'affine et c'est quand même des C'est- gros enjeux pour le. C'est l'AFP qui a PSG. sorti ça. Là, le Paris Saint-Germain va communiquer dans la semaine, visiblement, sur les 3 derniers lieux qu'il aurait choisi, en tout cas, pour placer son nouveau stade, avec Massy qui serait toujours en pole position pour le moment. Voilà. Très bien. Bon. On va commencer avec le j'aime pas. On va essayer d'être assez rapide parce que je veux pas. Je sais que vous êtes enflammés sur vos j'aime pas, etc. Mais on n'a pas non plus le match le plus intéressant de toute l'histoire. Ah bah oui. Donc le j'aime pas, il est sur PSG Le Havre. On va commencer, tiens, avec le j'aime de Tidiane. Vas-y, c'est pour toi. Écoute, moi j'ai aimé la jeunesse
du 11 de départ du Paris Saint-Germain dans ce match face au Havre. Alors, je vais récapituler rapidement. On avait Mbaye, on avait Zahir Emery, on avait Mayoulou, dans une moindre mesure Beraldo, Doué, Ly ou Barcola. Donc, c'est des joueurs qui ont entre 19 et 23 ans globalement. Moi, alors déjà, au-delà du fait que je trouve que c'est cohérent avec le projet et l'idée de comment dire, de valoriser les talents du fameux vivier parisien et qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui aspirent à le faire. Je me souviens que Nasser Al-Khelaifi souvent parlait de Barcelone un petit peu comme exemple. Donc moi, je trouve ça bien qu'on essaie de valoriser la formation Made in Paris. Et puis, je trouve ça aussi cohérent par rapport à ce que fait Luis Enrique, c'est-à-dire ne pas se contenter de ce qui se passe bien dans le présent, mais aussi avoir un temps d'avance et anticiper le futur. Donc tous ces matchs auxquels on a des difficultés à donner de l'intérêt parce que le PSG caracole en tête, de leur trouver un sens. Je trouve ça très très cohérent et donc le sens de tous ces matchs, ça va être aussi pour tous ces jeunes d'engranger de l'expérience, et même si les matchs sont un peu moins aboutis, ce qui a été le cas contre le Havre, parce que ça n'a pas non plus été un grand match, au moins on leur donne une réelle utilité. Je me rappelle que Nasser Al-Khelaifi avait dit qu'il ne fallait pas recruter Léo Messi, mais le former. Exactement. Bon, finalement, il a recruté Léo Messi. Peut-être qu'il va le former aussi. C'était plus rapide, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur la jeunesse du 11? Je sais qu'on en reparlera un petit peu, notamment quand on parlera de Mbaye et de Mayoulou, mais Oui, tout à fait. Bah oui, non, mais c'est clair que c'est hyper plaisant. Puis en plus, c'est vrai que tous les clubs ont un attachement évidemment particulier aux jeunes qui sont issus du centre de formation. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est un tel élément d'identité pour la région, pour le club, que en fait, c'est hyper plaisant de voir enfin toutes ces paroles qui ont été prononcées par la direction parisienne se transformer en actes et voir ces jeunes avoir vraiment du temps de jeu et une place dans la rotation. Alors après, évidemment, c'est encore loin d'être optimal, on va dire, parce que voilà, des garçons comme Ibrahim Mbaye, comme Seny Mayoulou, ils ont un peu les miettes qui restent quand les titulaires ont bien mangé. Mais c'est intéressant de les avoir dans la rotation. Là même, on a vu ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait le jeune Noam Camara aussi qui était dans le groupe. Ouais. Et en fait, j'ai le sentiment que depuis plusieurs années, il y a moins de jeunes qui franchissent cette passerelle-là entre les U19 et le groupe pro. Il y avait eu l'instauration du groupe élite il y a 2 ans, je crois, qui était un truc aussi intéressant. Mais en fait, au moins, une fois qu'ils sont là, et puis ils sont vraiment inclus dans le projet. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, Seny Mayoulou, c'est un joueur dont je suis vraiment fan. Donc j'espère le voir prendre de plus en plus d'épaisseur. Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment devenir intéressant dans les années à venir. Et puis voilà, oui, c'est forcément c'est hyper plaisant d'avoir des joueurs formés au PSG qui font leur trou dans l'effectif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir de plus en plus de concurrence, puisque les résultats du week-end sont plutôt bons pour le Paris FC, qui va certainement monter, qui peut peut-être monter en Ligue 1. Et puis on a le Red Star qui, s'il se sauve, va pouvoir véritablement développer son centre de formation et avoir le statut professionnel qui lui permet de développer ça. Donc ça va être intéressant. Il va y avoir de la concurrence même au sein de la région. C'est clair. Et de toute façon, ça peut être qu'une bonne nouvelle, je pense, pour la région parisienne en général, parce que c'est évidemment la plus grosse pépinière de talent peut-être au monde en termes de football. C'est pas peut-être. Il y a Paris et à Sao Paulo. Paris et Sao Paulo, voilà. Et en fait, le fait d'avoir 3 grosses places professionnels du football qui peuvent faire j'allais dire, c'est horrible ce que je vais dire, j'ai l'impression d'être LinkedIn, processer un peu ces jeunes-là et leur donner vraiment une sorte, c'est horrible, frappez-moi, je vous en supplie. C'est hyper intéressant. Avec grand plaisir. Pour faire des posts LinkedIn, il faut être président de l'Olympique de Marseille. Il faut pas. Sinon. Formidable. Et bien justement, j'annonce ma candidature aujourd'hui dans l'émission. Baptiste, ton j'aime. Vas-y. Moi, j'aime d'abord les j'aime en bien sûr, la série d'invincibilité qui se poursuit. À chaque fois, je me dis, c'est le match parfait pour que ça s'arrête. Je me dis PSG Le Havre, c'est un peu PSG anodin. Le Havre, c'était le match pour bien. Mais non, mais tu te dis, en fait, c'est là où on s'attend le moins que ça peut arriver quelque part. Et donc je me dis, c'est pas une affiche hyper excitante. On est un samedi, il est 17h. Et donc à chaque fois, j'imagine que ça va se passer là. Je vois quand même beaucoup de rotation, même si Mayoulou et Mbaye, c'est très bien, mais bon, il y a quand même pas forcément beaucoup de fiabilité. Quand on voit Zahir Emery qui est arrière gauche par exemple, quand on voit Beraldo aussi, moi qui me rassure pas vraiment, quand on voit Kanguini aussi qui est titulaire, etc. Et donc je me dis c'est le match parfait pour que ça s'arrête, et finalement ça continue. Super match de Doué évidemment, qui lance ça, qui aurait pu marquer d'ailleurs beaucoup plus de buts qu'un seul. Et finalement je vois cet état d'esprit qui reste complètement
inchangée, peu importe les rencontres, peu importe les affiches. Cette équipe, elle tient la route, elle trouve la motivation, elle trouve les ressorts psychologiques pour à chaque fois battre des adversaires qui parfois sont pas excitants avec effectivement un enjeu qui n'existe pas. Donc j'aime vraiment cette capacité à persévérer, à être résilient et à gagner coûte que coûte, malgré parfois les victoires qui entre guillemets ne servent à rien. Donc voilà, et moi j'ai vraiment envie que cette saison soit la saison de tous les records, c'est maintenant ou jamais, et donc il faut tout écraser, y compris Le Havre, y compris Nantes, y compris Nice, et y compris Arsenal surtout d'ailleurs. Il reste 5 matchs, en Ligue 1. Donc Et ce serait trop beau. Nantes demain, Tout à fait. Nice vendredi, puis ensuite entre Arsenal, il y aura Strasbourg là-bas. Ça va pas être simple. Ça va être un super match, Strasbourg. en vrai. Les 2 derniers matchs, c'est à Montpellier. Bon, ça devrait aller. Et contre Auxerre au Parc des Princes pour terminer la saison. Donc bon, pourquoi pas. Il faut aller au bout, ce serait trop beau, vraiment, c'est cette Ouais, saison ça ou peut être jamais. Ça peut être bien l'invincibilité. C'est cool. C'est un peu, je pense que c'est un peu le dernier truc qui nous raccroche à la Ligue 1, parce qu'en fait, c'est vrai que en tant qu'observateur et connaisseur du club depuis quelques années, c'est vrai que les titres de champion, ils me passent un peu dessus maintenant, même si c'est toujours très agréable, etc. Mais il y a un peu ce côté, bon, on l'a vécu 12 fois depuis 13 ans. Mais bien sûr. Voilà. Et en fait, le côté champion invincible, il y a un peu ce truc, voilà, toujours repousser les limites de ce qu'on a fait auparavant. Et ce serait un vrai nouveau truc, et c'est chouette. Et je trouve que cette équipe-là, en tout cas, mérite de le faire, parce qu'il y a un truc qui se dégage, cette équipe-là, qui mériterait d'avoir cet accomplissement-là. C'est vrai, Thierry, je sais pas si tu es d'accord, mais je parlais d'étapes de plaine là, tout à l'heure, les étapes de transition, là, on regarde les matchs. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on pouvait se demander est-ce que ces matchs de Ligue 1, on les aurait regardés, le PSG déjà champion, etc. L'invincibilité, là, c'est un truc qui fait que, ouais, on a envie de regarder ces matchs-là. Bah, ça maintient un peu la flamme. Ça maintient l'implication, l'excitation. Voilà, c'est bien d'avoir des objectifs pour aussi concerner un maximum de joueurs. On le voit, en fait, c'est des leviers que l'entraîneur peut utiliser à sa guise. Et d'ailleurs, celui-ci, il l'a introduit assez tard dans la saison au niveau de sa communication, peut-être parce que justement, il voulait l'avoir sur une période de la saison où il y avait un titre de champion qui était déjà acquis, où il y avait aussi des matchs de Ligue des Champions qui, on le sait aujourd'hui, concernent quand même, pour ce qui est des titulaires, peut-être un groupe un peu plus réduit qu'à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a une équipe type qui s'est dégagée du côté du Paris Saint-Germain. Donc, moi, je trouve bien qu'aujourd'hui, il y a aussi cette volonté peut-être de marquer son époque, parce que ça a été très bien dit par Alexandre. Parmi toutes les équipes championnes du Paris Saint-Germain dans l'ère moderne, lesquelles vont se différencier? Comment? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est le côté on rafle tous les titres? Est-ce que c'est la note esthétique? Est-ce que c'est des joueurs qui nous auront impactés? Est-ce que c'est les images? Et quelque part, ça, c'est vraiment un marqueur historique quelque part, parce que ça n'a jamais été réalisé même à l'échelle d'autres clubs en Ligue 1. Donc moi, je comprends que ce soit un vrai enjeu. Ça reste un enjeu honorifique, mais on se rend compte à la période de la saison dans laquelle on est que ça peut avoir aussi un intérêt même pour la gestion du groupe. Bah, ça a de la tronche, ça a de la gueule de finir invaincu. Mais clairement, en fait, c'est la seule manière que cette saison reste vraiment dans l'histoire, qu'elle soit gravée dans le marbre. Ce ne sera pas une saison anodine, mais on s'en souviendra beaucoup plus facilement dans l'histoire dans quelques années, s'il y a effectivement cette série d'invincibilité. D'autant que je crois qu'on a tendance à minimiser un peu ce truc-là, mais il y a assez peu d'équipes qui l'ont fait au final. Depuis Arsenal en dans l'ère moderne. En Alors, 2004, ça a été fait, peut-être la Juventus ça a été fait une année, récemment avec Oui. le Bayer Leverkusen, la Juventus. Et voilà, donc il y en a eu 2 ces 5 dernières années. La voilà, Juve, mais, ça commence à remonter un peu quand La même. Juve, c'était quoi? Oui, C'était c'est vrai. 2000, C'était une petite décennie. Ouais, c'est vrai, ça. 2015 Ouais, c'est c'était ça au milieu des années 2010. il me avec semble. Pogba, Arturo Vidal et Oui, c'est ça. et le troisième Pirlo, bien sûr. Mais enfin, mine de rien, le fait que depuis la fameuse équipe d'Arsenal qu'on prend toujours en exemple de 2004, pardon. Tout à fait. Il y a eu que 2 équipes qui l'aient fait sur l'ensemble quand même des 5 championnats, etc. C'est pas rien, quoi. Donc ça pose quand même aussi un exploit qui est pas à minimiser. Voilà. Alors, Alex, je te laisse la parole. Avec plaisir. Quel est ton j'aime? Mon Je m'en souviens plus. Oh là là, je vais m'en souvenir si. Initial DD. Oui, bien sûr. Merci Romain. Oui, évidemment, c'est un C'est une très bonne chanson de Serge Gainsbourg. au Ouais, passage. bien sûr. DD. Ouais. Non mais ça va, j'espère que les auditeurs ont compris. Initial bébé, voilà, on va faire la blague jusqu'au bout. Super chanson que vous allez écouter en rentrant. On y va. Donc j'ai adoré Désiré Boué. Voilà, très bien. C'est un j'aime qui commence à devenir un peu récurrent, mais en fait, il faut pas s'en priver, parce qu'à chaque fois, en fait, on le voit enchaîner les matchs, on le voit enchaîner les performances, et il a
ce côté élégant, aérien, efficace, quoi. Enfin, il a vraiment trouvé son football en fait depuis le mois de décembre et il s'éclate dans cette équipe et ça se voit et en fait à chaque fois que je le vois jouer, moi c'est un joueur qui me rend heureux. Voilà, c'est juste ça. Beaucoup de gens le comparent à Neymar. Moi j'ai un peu, j'essaie de garder un peu mon calme à ce niveau-là parce que Neymar c'était quand même un talent unique dans l'histoire du football, mais je pense qu'il a un peu ce même truc de bah en fait c'est pour ce genre de joueur que tu payes ton billet, quoi. C'est pour ce genre de joueur que tu payes ton billet. Bon, j'ai un peu bégayé, pardon. C'est pour ce genre de joueur, pardon, que tu payes ton billet. Tu peux le redire encore une fois. C'est pour ce genre de joueur que tu payes ton billet. J'ai vraiment te frappé là pour le coup, si tu continues. Non mais ça c'est la plus grande qualité, hein. C'est la qualité essentielle C'est pour ça. un joueur, c'est ça, c'est avoir ses capacités de fédérer et de donner envie de regarder le match. Et c'est vrai qu'il est fabuleux ce garçon. Voilà, dès que le ballon s'approche de ses pieds, t'as le truc de il peut se Ouais. passer un truc un peu exceptionnel, il peut faire un geste, une roulade. Son but évidemment est d'une qualité. Enfin l'enchaînement contrôle extérieur du pied et frappe, il est c'est un joueur de très haut niveau, quoi. Et alors pour pousser, enfin un truc qui n'a rien à voir du coup avec sa qualité de jeu, mais pour pousser un peu la comparaison avec Neymar, beaucoup de gens ont souligné la paire de chaussures qu'il portait samedi après-midi, qui était la paire de chaussures, l'une des mercuriales bleu clair que portait Neymar en 2017 quand il arrivait au PSG. Et je trouve que c'est moi en tant que fan de ce genre de choses, j'ai été très satisfait. T'aimes Voilà. bien les petites symboliques comme ça. Mais et puis j'aime beaucoup, moi je suis très je suis un peu les actualités des équipements de foot, etc., les chaussures et tout, je suis un peu un geek là-dessus et du coup dès qu'il y a un joueur qui porte une paire Dès un qu'il peu y a une rétro, ref et machin, tout, t'aimes dès bien. qu'il y a une ref, une paire un peu rétro, un truc un peu machin, je suis un peu excité, quoi. Donc voilà. Ce qui est vrai, Tidiane, c'est que ça fait depuis début 2025 que les enchaînements que peut faire parfois Désiré Doué n'ont aucun sens. C'est-à-dire que on a des là ce qu'il fait sur le but. Alors oui, ce n'est que la défense du Havre. Il faut toujours prendre des précautions, dire Oui, mais etc. bon, On respecte tout le voilà. monde et tout ça. Mais on a en tout cas moi c'est du stade la vision que j'en ai. Il y a une forme de rapidité dans l'exécution et de puissance générée qui est assez dingue, quoi. Ouais, c'est en train de devenir une attraction, très clairement. C'est un joueur qui, jusqu'à encore tardivement, était utile pour la rotation de l'équipe. Et aujourd'hui, on construit quelque part un peu la rotation de l'équipe en fonction de lui. Je trouve que c'est assez parlant sur l'évolution de son statut. On parle de son côté spectaculaire. Ça était un joueur dont on a vu très très rapidement qu'il avait une aisance technique et puis son physique, c'est un peu de notoriété publique, entre guillemets, que c'est une machine. Mais ça sert le rendement de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là pour amuser la galerie, ce qui, au demeurant, peut être plaisant sur une fin de saison comme ça, comme vous l'avez très bien dit, tu vas au stade aussi pour voir des mecs qui se régalent un petit peu et ça fait plaisir à tout le monde. Mais là, en fait, non seulement il régale le public, mais en plus, il permet à l'équipe d'être meilleure. Et sur le but, effectivement, on souligne l'enchaînement dans la surface de réparation avec beaucoup de vitesse d'exécution, mais c'est aussi lui qui est à la base de l'action avec le changement d'aile. Donc, quelque part, il les initie, les actions aussi. Donc, moi, c'est cette polyvalence aussi dans le profil qu'il a qui fait qu'il peut jouer à différents registres, différents postes dans l'équipe, et puis la servir avec tout autant d'utilité et d'efficacité. Maintenant, l'enjeu, ça va être de maintenir l'exigence, parce que s'il est capable de faire ça à 19 ans, et qu'il a une progression linéaire en gardant la tête sur les épaules, puisque c'est ça aussi la difficulté quand tu es au Paris Saint-Germain à moins de 20 ans, c'est que on parle beaucoup de toi, en ce moment des termes très très élogieux, mais ça reste un joueur de 20 ans. Donc moi, je resterai toujours un petit peu, pas sur la réserve, parce qu'il faut s'enthousiasmer, mais je me dis que s'il continue à progresser, en fait, ça peut tout simplement devenir le patron de l'équipe. Enfin, faut être, on verra, faut être très lucide. Mais c'est possible, hein, c'est vrai que c'est. En tout cas, il y a un facteur, Baptiste, il y a un facteur spectacle plus responsabilité qui fait que effectivement il y a tout pour être un futur taulier, quoi. Ouais, clairement, mais c'est le spectacle au service de l'efficacité. Moi, j'adore quand je vois ces matchs parce qu'il cadre tout le temps systématiquement. Quand il met ses grosses minasses et qu'il rentre à proximité de la surface de réparation, qui se met sur son pied droit, il a cette forme de régularité, de fiabilité, et c'est un joueur qui a toutes les qualités du monde, qui correspond à la fois au football un peu romantique, au football moderne aussi. Et effectivement, ça fait quelques mois seulement qu'il est très fort. Il a fait un premier rassemblement en équipe de France aussi. Et une première sélection il y a très peu de temps, donc doucement, voilà, toujours prendre des mesures, des précautions, des Mais tu pincettes. vois, même dès sa première sélection, au final, il est quand même sur un Bien sûr. point de passage important des Bleus, on va dire, sur l'époque récente. Donc, tu vois, même là-dessus, en fait, tu sens qu'il est capable d'apporter sa pierre à l'édifice très, très rapidement. C'est clair. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est que tous les retours qu'on a des gens qui travaillent au PSG sont dithyrambiques sur son attitude, sa façon de parler,
son charisme, il ressemble d'ailleurs. Enfin, Sa après, politesse. ce sera une qualité ou un défaut, vous choisirez, mais il parle un peu comme Mbappé aussi dans son En élocution. dans communication, il y a de grandes Non, mais- similitudes. Ouais. C'est Mais vrai. en tout cas, voilà, et donc dans sa façon de parler, dans son attitude, il y a plein de choses qui sont positives. Tout le monde est quand même dithyrambique sur lui. Tout le monde était très étonné aussi quand on regardait les entraînements au début de saison. Ça marchait pas très bien pour lui. Il était un peu timide, et ce qui est tout à fait normal évidemment. Et tout le monde était persuadé que ça allait fonctionner, que ça allait marcher. Évidemment, on posait la question aux gens de la formation rennaise ou qui l'ont connu. Personne n'est étonné. Mais ouais, c'est un super gars et évidemment, il faut continuer et on va se régaler jusqu'à la fin de saison. Et j'espère surtout que c'est que le début de l'histoire. C'est le plus important. Mais, Donc, il a connu un moment difficile quand même. Le temps d'adaptation a été nécessaire. Il a pu le faire, on va dire, je ne vais pas dire dans un relatif anonymat, mais on n'a pas senti de pression négative par rapport à son âge ou par rapport au montant de son transfert. Et moi, pourquoi je reste un petit peu méfiant, c'est que on sait que l'exposition médiatique du Paris Saint-Germain fait que la moindre petite baisse de régime, on peut tout de suite commencer à tirer des conclusions un peu inverses en se disant, et pareil, même sur ce qui est de l'attitude, là on parle de la communication façon Mbappé comme étant quelque chose de positif, mais finalement même pour Mbappé, c'est quelque chose qu'on a fini par lui reprocher plus tard quand sportivement ça allait moins bien ou que les planètes étaient moins alignées. Donc moi c'est pour ça, là aujourd'hui il est dans un état de grâce et la raison, faut qu'il le prolonge et que tout le monde en profite, mais il y aura un moment tôt ou tard où cet état de grâce, soit il va un peu s'infléchir, soit il va s'arrêter. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on verra ce qu'il a réussi à emmagasiner, parce que la croissance d'un jeune joueur, c'est des moments d'euphorie comme en ce moment, mais c'est aussi des moments dans le dur où on voit si tu as grandi, si tu as acquis la maturité pour pouvoir continuer à progresser et te relever. C'est intéressant parce que je me rappelle d'une zone mixte, je crois que c'était après le 6-0 contre Montpellier, où il vient en zone mixte et on lui demande, ou c'était peut-être un peu après, je sais plus, mais il vient et on lui demande, parce qu'il jouait un peu moins, si ça le dérange pas de jouer moins, etc. Et il y avait déjà le discours très positif du non, moi je prends n'importe quelle minute, n'importe quel temps de jeu, ça me va, j'essaie de faire en sorte de rentabiliser les minutes qu'on me donne, peu importe le poste, le but c'est que je joue, etc. Donc ça c'était dans la période où il était moins bon, et maintenant bah, c'est beaucoup mieux quoi. Mais en fait, pour le coup, je trouve que c'est évidemment extrêmement sain, mais après, Désiré Doué, il n'est pas arrivé non plus, parce qu'on parle d'Mbappé, il n'est pas arrivé dans la même position qu'un Kylian Mbappé. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, il arrive au Paris Saint-Germain, c'est un crack mondial, il est titulaire dans absolument tous les clubs dans lesquels il pourrait aller, le Real Madrid lui court après. Là, Désiré Doué, il arrive dans la peau d'un diamant à polir, et je pense qu'il a aussi la bonne mentalité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses qualités, il est conscient de ce qu'il a encore à améliorer au moment où il arrive au Paris Saint-Germain. Et moi, pour le coup, il a eu la même trajectoire exactement, mais quasiment au mot près que Bradley Barcola quand il arrive au Paris Saint-Germain, quoi. C'est-à-dire que le même prix de transfert, à peu près le même statut, c'est un joueur jeune qui vient d'éclore, qui arrive au PSG parce que c'est un très grand espoir, qui a 6 mois un peu dans le dur, où il joue pas beaucoup, où il est vraiment remplaçant du remplaçant, où il apprend, et puis déclic en décembre, et puis depuis il est imbougeable du 11, et maintenant il se tire la bourre, j'allais dire, mais c'est positif, il se tire la bourre tous les deux pour savoir lequel va être le plus le plus important dans l'effectif, sachant que Doué a cette qualité que Barcola n'a pas, c'est qu'il peut jouer un cran en dessous et qu'il est aussi précieux au milieu de terrain qu'en attaque. Donc non, c'est ce qu'on appelle un problème de riche pour Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il a vraiment le choix entre le caviar et je ne sais pas quoi d'autre qui est très cher, voilà. Très cher et très bon. Très cher et très bon, voilà. Bon, le foie gras au caviar. Le foie gras, le foie gras, le caviar, voilà. On va passer au j'aime pas. Je vais commencer encore avec toi, Tidini. Vas-y, dis-nous quel a été ton j'aime pas sur ce match, notamment face au Havre. Écoute, moi j'ai pas aimé l'inefficacité offensive du Paris Saint-Germain. Parce que qu'on soit dans une analyse individuelle ou collective, collective, c'est que tu restes à portée de tir du Havre en fait jusqu'à assez tardivement dans le match, alors que tu avais quand même dominé de la tête et des épaules pendant les 3 quarts de la rencontre. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, hein. On est dans un niveau d'exigence qui est total, mais on est au Paris Saint-Germain et par rapport même à cette notion d'invincibilité, par rapport à la notion de dynamique, quand tu as la possibilité d'éteindre ton adversaire, il faut l'éteindre. Et hier, le PSG avait la possibilité de le faire, ils l'ont pas fait. Et voilà, sur un coup de billard, sur un moment où le Havre joue son va-tout, même sur 5-10 minutes, avec la fébrilité défensive qu'il peut y avoir parfois. J'ai entendu parler de Beraldo tout à l'heure, mais Hernandez, c'est pareil, depuis son retour, on peut pas dire que c'est la meilleure version de Lucas Hernandez. Spoiler, on va y venir. mais en gros, voilà, sur un moment de faiblesse, tu peux toujours te faire reprendre par le Havre, et même s'il n'y a pas d'enjeu
vraiment très très important. Aujourd'hui, on est dans cette exigence-là. C'est un match que tu dois gagner et tu laisses le Havre exister. Et individuellement, on l'a déjà évoqué, mais il y a des joueurs qui jouent une carte, qui vont peut-être essayer de, voilà, petit à petit rentrer dans l'esprit de l'entraîneur pour pourquoi pas intégrer cette équipe durablement. Et je me dis que un Doué, c'est bien, il marque un but, mais avec l'exigence qu'on a aujourd'hui sur un tel joueur, il peut en marquer 2. Peut en marquer 3, il a vraiment les occasions pour le faire. Un joueur comme Ramos qui tire 5 fois en marquant une seule fois, je me dis qu'il sort de cette rencontre peut-être avec une certaine frustration par rapport à ce que vit un attaquant et la nécessité pour lui d'enchaîner les buts. Donc voilà, moi je me dis c'est dommage de ne pas avoir marqué 1 ou 2 buts de plus parce que sans mépris pour l'adversaire ou sans complexe de supériorité, je pense qu'il y avait vraiment la place pour le faire et que ça aurait redonné un petit peu de valeur à la copie d'ensemble. On a eu 18 tirs, 11 cadrés. Donc 2 buts seulement, donc ça veut dire qu'il y en a eu 9, il y a potentiellement eu 9 parades de Mathieu Gorgelin, le gardien du Havre. 3,03 expected goals. Donc bon, c'est quand même très élevé. Ce qui est quand même pas mal. C'est vrai que dans tout ça, alors, je suis assez d'accord aussi, mais dans tout ça, effectivement, Gorgelin fait un gros match aussi. Mais j'ai l'impression que Gorgelin, Donovan Léon, à chaque fois ça fait des gros matchs contre Paris. C'est un peu ça, c'est un peu le syndrome PSG où dès que tu as une équipe qui affronte le Paris Saint-Germain, tout le monde est un peu sur son 31, quoi. Donc oui, après voilà, moi en fait, je pense que on est sur ce problème-là, pardon. Je trouve qu'on est encore à des années-lumière, par exemple, de ce qu'on dénonçait en début de saison, où vraiment il n'y avait pas du tout d'efficacité. Typiquement, un match comme le match contre Auxerre dont tu parlais, où Donovan Léon fait un match incroyable. Mais ça avait fini à 0-0. Mais ça avait fini à 0-0, et tu te dis, mais on aurait pu jouer 6 heures et pas marquer, mais même pas du fait des joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu au-delà de ça. Maintenant, il y a toujours des axes d'amélioration. Et oui, effectivement, quand tu te retrouves avec 18 tirs, 11 cadrés, et que tu marques 2 buts, tu peux aussi te poser des questions. Est-ce que tes tirs sont vraiment dangereux? Est-ce que tu es vraiment dans les bonnes positions pour marquer? Est-ce que tes attaquants font vraiment le bon geste au bon moment? C'est toujours des trucs qu'il faut améliorer. Et voilà. Est-ce que Mathieu Gorgelin a fini au Real Madrid? Enfin, c'est toujours des questions qu'on se pose. Petite stat qui va peut-être au contraire de ça. Le PSG a marqué son 82e but en Ligue 1. Oui. C'est déjà un de plus que l'année dernière. Voilà. Donc il nous reste 5 matchs et on a déjà mis un but de plus que la saison dernière. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on on dit ça parce étonnant, que étonnant parce qu'il y a visiblement on nous enlevait 27 buts normalement. Moi je comprends pas parce qu'il y avait 27 buts qui devaient partir et qui devaient pas revenir. Bon, finalement. Il nous manque tellement. Ouais. Bon, on parle pas des mecs qui sont éliminés en Ligue des Champions. Bon allez. Je ne dirai rien sur qui. Je garde mon calme et on s'en froid. Bon, je reste avec toi, Baptiste. Avec plaisir. Ton j'aime pas. Oui, j'aime pas relatif. Il fait pas un mauvais match, mais on va parler de Lucas Hernandez. Oui. Il y a effectivement, je sais pas si on peut appeler ça une boulette, une bourde, une faute de concentration. En tout cas, il se passe quelque chose en seconde période, en début de seconde période, face à Casimir, je crois de mémoire. Joueur immense, Lucas Hernandez. Il revient de blessure, évidemment. Enfin, ça fait quelques semaines qu'il est quand même opérationnel, mais il a une grosse blessure dans son expérience au PSG. Je trouve que on n'en parle pas assez en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a, je sais pas combien de sélections en équipe de France, qui est champion du monde en 2018, qui a passé à peu près 25 ans au Bayern Munich. Super joueur, qui Atlético avant, qui avait aussi très bien commencé au PSG. Et je trouve qu'il y a une forme de... On est tous un peu impassibles, on n'en parle jamais. Moi, je trouve que ce joueur devrait avoir un rôle fondamentalement différent, ou du moins être un boss et un taulier absolu quand il est titulaire. Je trouve qu'il devrait y avoir une vraie concurrence avec Nuno Mendes aussi. Alors là, il jouait, c'était un système qui était différent, donc il est plus vraiment arrière-gauche, en tout cas au PSG. Donc, mais bref, je trouve qu'il devrait avoir un autre statut, étant donné sa carrière, quoi. Ça tombe sous le sens, et on n'est pas assez exigeant. Je sais pas vraiment ce qui se passe au sein du vestiaire, mais pour moi, c'est un joueur qui devrait vraiment prendre un vrai leadership, qui a une trop grande expérience, qui a gagné trop de titres et qui est surtout un super joueur de caractère, de personnalité. C'est un joueur que j'adore, et je trouve que son match face au Havre, a priori, il n'a pas une armada d'attaquants à gérer quand même samedi. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas du tout à la hauteur de son statut, de son niveau, et c'est bien dommage parce que j'aimerais avoir un Lucas Hernandez qui soit simplement fidèle à ce qu'il doit être et à sa carrière. Comment vous positionnez? Est-ce que vous êtes aussi exigeant envers Lucas Hernandez comme peut l'être Baptiste? Ou est-ce que le facteur 2 fois les croisés en 2 ans quand même, parce qu'on est à ça. Hein, ouais, enfin Dembélé il se blesse plus, tu vois. À un moment donné, c'est pas. Non, mais c'est pas une fatalité. Là, c'est pas une question de se reblesser, c'est de savoir si tu peux véritablement revenir récupérer comme ça après avoir fait 2 croisés. Tideni, t'en penses quoi toi? Parce que tu commençais à parler un petit peu de Lucas tout à l'heure. Écoute.
Moi, à partir du moment où l'équipe n'en pâtit pas plus que ça, pour moi, c'est ce qui explique que ce soit un sujet relégué au 2 ou 3e plan. On a aujourd'hui 4 défenseurs centraux de très haut niveau au Paris Saint-Germain, même si évidemment, il y en a 2 qui sont plus forts que les 2 autres. Mais malgré tout, s'agissant de Beraldo, il a quand même réussi à dépanner de temps en temps. Et sur les matchs, on va dire, à gros coefficient, ça ne s'est pas excessivement vu. Mais oui, je suis assez d'accord avec le fait que dans un monde idéal, quand le PSG signe Lucas Hernandez il y a 1 an et demi, met 45 millions d'euros et qu'il arrive avec l'un des CV les plus fournis du vestiaire sur ces postes-là, on n'attend pas que ce soit le 4e dans la hiérarchie. Donc oui, il y a des éléments que tu peux pas maîtriser, les blessures, l'état de forme, la capacité de récupération d'une si longue absence. Mais d'un autre côté, à partir du moment où l'équipe n'en souffre pas, peut-être que dans un autre contexte, on en parlerait plus. Parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a un statut très très important. Mais moi, ce que je relève, c'est que malgré tout, sa communication reste positive. C'est-à-dire que tu ne sens pas exprimer de la frustration par rapport à son utilisation. Ou, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quelque chose de toxique qui pourrait se ressortir aussi par rapport à... C'est un garçon qui est super gentil par rapport à ça, qui est très... Voilà. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est à des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça se passe pas contre Arsenal, si Nuno Mendes se blesse ou Marquinhos, machin, bah, en fait, là, tout de suite, les gens n'ont pas de mémoire et on est dans la culture de l'instant. Et là, tout de suite, le dossier Lucas Hernandez va ressortir. Où, on aurait bien aimé compter sur lui, on aurait bien aimé qu'il soit dans une super forme, qu'il soit un super leader comme il a pu l'être dans ses différents clubs. Donc attention quand même, Là, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça parce qu'il y a tellement de choses positives que tout va bien, mais attention. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez piégeux pour le coup parce que effectivement, le fait que Nuno Mendes et Willian Pacho jouent à un tel niveau depuis le début de la saison, ça permet. Mais en fait, moi, je mets limite Hernandez et Kipembe dans le même sac. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permet eux de se réparer un peu tranquillement et de se réparer un peu à l'abri de la pression et des regards. Mais la réalité, c'est que c'est 2 joueurs deux joueurs très forts, très charismatiques, très importants, qui en fait pourraient apporter quelque chose de plus au Paris Saint-Germain. Moi, effectivement, Lucas Hernandez, pour moi, il y a un vrai truc à faire sur la concurrence à gauche parce que Nuno Mendes derrière, il y a personne pour le suppléer. D'ailleurs, ce sera mon j'aime pas sur l'arrière-gauche du match face au Havre. Mais en fait, ouais, je pense que dans le cas de Hernandez comme dans le cas de Kipembe, vraiment, je les mets dans le même sac parce que je trouve qu'il y a quand même un truc similaire. C'est 2 joueurs qui ont 29 ans, c'est 2 joueurs qui sortent de blessures qui sont hyper marquantes dans la vie d'un sportif. Hernandez qui s'était remis après la Coupe du Monde 2022, qui se blesse sur un sprint face au Borussia Dortmund, en plus sur lequel tu prends un but, tu te dis non mais... Enfin, en fait, tu joues forcément un peu avec le recul frein, quoi. Tu te dis, non, mais en fait, moi, je vais avoir bientôt 30 ans. Si je me répète, si je rechute, en fait, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Tu te dis, c'est peut-être fini de ma carrière de footballeur au plus haut niveau. Et donc, il y a forcément une appréhension. Tu joues forcément pas pareil. Après, voilà. Surtout avec son style de jeu. C'est un mec qui a besoin de mettre de l'engagement et d'être à 100%. Ça a été ça durant toute sa carrière. Si tu as ne serait-ce qu'1% d'appréhension sur ton genou, sur ton appui, en fait, tu perds aussi une des composantes de ta performance. C'est sûr. Mais quand le Paris sera en prolongation à l'Emirates, qu'il y aura Martinelli, Saka et toute la clique qui seront à donf, que Nuno Mendes sera cramé parce qu'il aura fait l'essuie-glace pendant 90 minutes, moi j'aimerais bien compter sur un Lucas Hernandez pour être hyper fiable défensivement, pour sauver tout le monde, pour aller gagner des ballons et des duels. C'est hyper important. Il faut aussi se projeter et imaginer que à très court terme, on peut vraiment en avoir besoin. Mais t'as entièrement raison. Et après, moi, je reste assez, on va dire, naïf et optimiste pour croire que justement dans ce genre de configuration-là, c'est un mec qui est tellement un hargneux, un bagarreur que en fait, il va s'arracher, quitte à se mettre en danger lui pour le bien de l'équipe, quoi. Et puis l'un dans l'autre. Et encore une fois, moi, je suis d'accord avec Baptiste. La situation idéale, ce serait que ce soit un joueur à minima dans la rotation des 14-15 qui joue sa trentaine de matchs par année et qui puisse apporter sa combativité sur le terrain, son expérience. Mais encore une fois, et pour ramener ça au principe collectif, on a quand même un entraîneur qui a plus ou moins réussi à maquiller en fait sa défection en allant, et je sais que c'est un débat qui va suivre, en allant mettre sur ce poste-là 2 ou 3 autres joueurs qui n'y étaient pas attendus, type Zaïre Emery là, on a eu aussi João Neves, Beraldo a évolué aussi à ce poste-là, même si évidemment c'est pas optimal. Mais l'un dans l'autre, le rendement de l'équipe ne s'en est pas ressenti, en tout cas jusqu'à présent. Justement, Zaïre Emery.
Tu voulais y revenir pour terminer les j'aime pas et puis après on passera aux autres Ouais, débats. juste, j'ai regardé quand même Hernandez 20 matchs cette saison quand même. Donc c'est des bouts de matchs, mais c'est quand même 20 matchs et Faudrait voir le c'est nombre de important. titularisations, mais Tout à mais fait. Ouais, Puis les matchs aussi. Oui, effectivement. Alors moi, en fait, c'est un j'aime pas qui est plus un j'aime moyen, quoi. Mais c'est plus par rapport à l'utilisation globale de Warren Zaïre-Emery dans cet effectif, où en fait, j'ai encore été un peu peiné de le voir utiliser un nouveau poste qui est pas le sien, alors arrière gauche ou défenseur central gauche dans une défense à 3, où en fait, tu vois que c'est un joueur qui est constamment, qui est souvent utilisé pour boucher un peu les trous quand il y a besoin de tenter un nouveau truc. Alors donc, moi en fait ça m'agace un petit peu pour lui, pour son épanouissement, pour sa saison, pour son développement. Et puis en même temps je sais que Luis Enrique a prouvé par le passé que en tordant un peu ses joueurs, en les forçant un peu à évoluer dans des configurations où ils sont pas forcément les plus à l'aise, c'était comme ça aussi qu'ils arrivaient à évoluer et à se surpasser. Warren Zaïre-Emery, il fait une saison qui est complexe. C'est un peu la saison de la confirmation pour lui et on sent que physiquement et même peut-être aussi un peu mentalement, il accuse le coup parce qu'il n'arrive pas à être à un même niveau de performance que lors de la saison dernière, qu'il a moins d'importance dans l'effectif aussi parce que il a plus autant de liberté pour se projeter vers l'avant, pour avoir vraiment cet impact et cette niaque offensive qui faisait aussi sa particularité. Donc voilà, moi en fait j'ai hâte qu'ils prennent des vacances, le pauvre Warren, qui se repose un petit peu et qui nous revienne un peu frais, parce que je sens qu'il est un peu en surchauffe depuis des mois. Là, il est utilisé un peu partout et nulle part. Fabian Ruiz, il est passé devant. Alors Baptiste, je sais que ça c'est une phrase qui doit te tuer à l'intérieur. Mais Fabian Ruiz, il est quand même passé devant dans la hiérarchie. Très bon papier de Loïc Tanzi dans l'équipe. Loïc, La semaine dernière, ouais. qui est une personne délicieuse et un bon journaliste également. Et voilà, je commence, disons, à me renseigner, prendre des informations, avoir un avis un peu commences plus à objectif. comprendre. Non, mais je commence pas à comprendre. Je ne comprendrai pas l'incompréhensible, mais je commence à vous comprendre, vous. Et qui l'appréciez. C'est déjà pas mal. Et du coup, puisqu'on fait Déjà pas mal. des dédicaces aux collègues, le Benjamin Quarez, j'allais y venir, du justement. Parisien, qui a sorti un papier qui récapitule un peu tout ça et sa situation actuelle au Paris Saint-Germain dans le Parisien, qui est très bien. Allez le lire. Voilà, on parle de Zaïre-Emery, c'est effectivement dans le Parisien du jour. Zaïre-Emery, une saison pour apprendre, où justement c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui par rapport à la saison dernière. C'est un papier de Benjamin Quarez et donc c'est dans le Parisien du jour. Je vais pas vous faire réagir sur Zaïre-Emery parce qu'il faut qu'on avance et qu'on parle des autres débats. Donc on va commencer avec le débat sur Luis Enrique, parce que là aussi j'ai lu le Parisien un peu hier, un article qui avait été écrit par un certain Alexandre Aflalo. Bien sûr, voilà. Avec notamment un sondage de Doxa qui donnait notamment auprès des supporters parisiens le score de 62% pour le fait que Luis Enrique soit le meilleur entraîneur de l'histoire du club, d'après les supporters parisiens. 62% des supporters parisiens interrogés pensent que Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du club. Du coup, on va se poser la question, on va savoir. Alors, j'ai quelques chiffres pour essayer de détailler et de vous donner des éléments pour ce débat. Luis Enrique est le 12e entraîneur du PSG dans l'histoire en termes de matchs joués. Il en a 102. D'ici à la fin de la saison, il va passer 11e, puisqu'il va passer Gérard Rouillet, qui a seulement 4 matchs de plus que lui. En termes de points par match, si en gros on prend les 102 matchs, qu'on dit une victoire c'est 3 points, un match nul c'est 1 point, une défaite c'est 0, en termes de points par match, il est 4e. Devant lui, il y a d'abord Unai Emery, puis Laurent Blanc, puis Thomas Tuchel. Bon, donc ça voudrait dire que c'est peut-être pas le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. Maintenant, à côté de ça, il y a des accomplissements. C'est le seul entraîneur de l'histoire à faire 2 demi de Ligue des Champions. Et c'est le seul qui est invaincu après 29 matchs de Ligue 1, notamment parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Et qui je vais commencer ? Tiens, Baptiste. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG ? Franchement, non. Enfin, je pense que ça va le devenir. Mais à l'instant T, non. Non, mais faut quand même rationaliser tout ça. Ça fait 5-6 mois qu'on se régale. C'est une chose. Les débuts de Luis Enrique étaient quand même pas difficile, il faut pas exagérer, parce que champion de France, demi-finale de Ligue des Champions, même si pas mal, il y en a qui aimeraient bien avoir ça. Non mais bien sûr. Donc, mais bon, je trouve qu'il faut quand même un peu, faut se calmer, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans une forme de dictature de l'instant où tout est formidable, tout est exceptionnel, et je peux vous assurer que le jour où ça se passe mal, le jour où il y a des joueurs qui vont peut-être être lassés par Luis Enrique, qui peut être un coach un peu aussi usant, etc. Il va être cloué au pilori sur la place publique. Ce qui a été plus ou moins le cas sans que ça se passe excessivement mal, parce que c'est un entraîneur
entraîneur clivant de par sa personnalité Bien sûr. et même de par son style de jeu. Et il y a quand même eu des critiques assez sévères à son encontre, Bien alors sûr. que l'un dans l'autre, la situation n'était pas non plus... C'est clair. Mais donc pour l'instant, moi je dirais non. En fait, il faut juste attendre, il faut patienter. On peut pas être le plus grand entraîneur d'un club en étant resté 1 an et demi. Pour l'instant, c'est trop peu, quoi. Sachant que ça fait que 5-6 mois qu'on se régale vraiment. Donc tout ça va prendre évidemment de l'épaisseur par rapport aux résultats qu'on attend avec beaucoup d'impatience. S'il y a une finale de Ligue des Champions, s'il y a un titre, peut-être, espérons. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, version 2024-2025, au-delà de ce qui s'est passé en début de saison où c'était quand même assez compliqué, il va rester dans les mémoires, comme une certaine période avec Thomas Tuchel, une certaine période avec Unai Emery, avec Laurent Blanc aussi également, même Christophe Galtier sur le début de saison avant la Coupe du Monde en 2022. C'est un PSG avec Messi, Neymar et Mbappé qui était exceptionnel. Donc ce PSG-là va rester dans l'histoire. Mais pour l'instant, moi je peux pas. Après au PSG, il n'y a pas non plus, il n'y a pas eu et Ancelotti, et Jurgen Klopp et Guardiola. Enfin, il n'y a pas eu de concurrence. Il y a eu Ancelotti. Il y a eu Mais non, mais Ancelotti. ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu Ancelotti et Il n'y en a eu qu'un Guardiola. seul. Il n'y a pas eu énormément de Non, mais saisons et d'entraîneurs qui J'ai- peuvent j'ai- mériter ce titre-là. quoi. j'adore ce club, mais c'est pas le Real Madrid non plus, donc il y a pas. Donc franchement, raison gardée, restons tranquilles. Je trouve que c'est beaucoup de déjà considérer, déjà faire des tops, machin. Tidiane, est-ce Tout que doux. tu penses que Luis Enrique... Alors, je ne sais pas si tu penses que Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG actuellement, mais est-ce que tu comprends le sondage des 62% de supporters qui le pensent? Pour moi, beaucoup plus un indicateur de popularité que vraiment un débat de fond. Pour moi, le débat de fond, il sera pertinent dans 1 mois ou 1 mois et demi, parce qu'il y a potentiellement 1 voire 2 marqueurs importants d'une époque qui peuvent arriver. C'est la série d'invincibilité, puisque quoi qu'on puisse lui donner comme valeur, ce sera un marqueur historique de l'histoire du championnat de France et du PSG. Donc ce sera un élément de plus à mettre dans le débat. Et évidemment, si tu fais une finale, voire si tu gagnes la Ligue des Champions, là, les débats, ils auront peut-être encore plus de sens autour de Luis Enrique, et peut-être qu'on pourra même changer d'avis à ce moment-là si on est un petit peu sceptique aujourd'hui. Donc pour moi, aujourd'hui, il est dans une discussion. Il n'est pas incontestable, mais il est dans une discussion avec avec un Fernandez, avec un Arthur Georges, avec pourquoi pas un Houllier, qui sont des entraîneurs qui ont eux aussi eu beaucoup d'impact sur l'histoire du club, chacun à leur niveau. Mais moi, ce débat, il m'intéresse parce que je trouve ça toujours intéressant de voir sur quels arguments on s'appuie dans ces débats. Est-ce qu'il faut prendre des arguments objectifs, c'est-à-dire des trophées, des chiffres, des accomplissements? On peut parler de la longévité, tu as évoqué très rapidement et spontanément le nombre de matchs, comme quoi c'est un argument quand même qui compte. Mais à côté de ça, tu as des arguments qui sont subjectifs. C'est le style, c'est ce que te procure l'équipe, c'est les images que tu vas en retenir, c'est ce que tu aimes les joueurs qui évoluent. Donc voilà, faudra faire un espèce de medley de tous ces pêle-mêle, aspects-là, et faire notre avis en fin de saison. Mais là aujourd'hui, je pense que c'est un débat qui est peut-être un petit peu prématuré par rapport en fait au virage qu'il peut prendre sur les 3-4 semaines à venir. Alexandre. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit Baptiste et Tidiane. Je pense que, effectivement, d'une part, il est beaucoup trop tôt pour faire un choix, mais j'ai pris ma décision. Pardon. C'est une référence qui revient souvent dans cette émission, j'ai remarqué. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour couronner un meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui n'est même pas resté 2 saisons complètes. Maintenant, je pense que, effectivement, à la fin de sa 2e saison, on pourra s'appuyer sur des éléments objectifs pour faire un premier bilan et le situer dans ce palmarès-là. S'il remporte la Coupe de France, par exemple, ce qui est tout à fait probable, ce sera par exemple le premier entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain à remporter tous les trophées nationaux à sa disposition sur les 2 premières saisons. Ce qui est pas rien, c'est-à-dire que Laurent Blanc avait raté une Coupe de France, Unai Emery avait raté un championnat, Thomas Tuchel avait raté aussi les Coupes nationales sa première année. Il y a quand même des trucs où quand tu gagnes absolument tout sur tes 2 premières années dans un club, tu laisses rien et c'est pas rien. Il y a le nombre de défaites aussi, il est qu'à 12 défaites sur ces 2 premières saisons. Je crois que c'est un des totaux les plus bas pour des entraîneurs qui sont restés 2 saisons au Paris Saint-Germain. Il y a évidemment l'invincibilité en Ligue 1, ça on pourra le compter comme un truc aussi important. La Ligue des Champions, c'est limite du bonus. Évidemment, s'il gagne la Ligue des Champions, ce sera le plus grand entraîneur de l'histoire du PSG, mais ça, je pense que
automatiquement quoi. Il y a un truc, il y a un truc Oui, automatique. mais très clairement. Mais, Ça le sacraliserait directement. Mais quoi. c'est ça. Après, moi, je sais qu'il y a un. Et c'est là où je rejoins vraiment Tidiane, c'est qu'en fait, pour moi, il y a effectivement tous ces éléments objectifs, les victoires, les trophées, le nombre de trophées que tu gagnes par rapport à ce qui est disponible, etc. Mais en fait, il y a un truc qui est émotionnel et subjectif qu'on ne pourra pas enlever. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont connu Luis Hernandez, qui ont connu Arthur Georges, qui ont connu Gérard Houllier, même moi, par exemple, j'ai beaucoup d'attachement pour Laurent Blanc. Je trouvais que c'était un entraîneur formidable qui a fait. Enfin, en tout cas, son équipe, l'équipe, le staff On de en Laurent parlait, Blanc. le souvenir dans nos cœurs du milieu de terrain Verratti, Bien sûr. Matuidi, Mota, c'était formidable. Bien sûr, c'est l'équipe à ce moment-là. Bien Pour moi, sûr. c'est un truc et c'est un truc qui m'a marqué. Pour l'instant, il y a des entraîneurs qui s'en sont rapprochés. Unai Emery, Thomas Tuchel en termes de jeu et de plaisir. Luis Enrique, bien sûr, mais pour moi, Laurent Blanc et surtout, il a eu le truc de rester 3 saisons complètes, d'avoir vraiment cette espèce de longévité à l'échelle du Paris Saint-Germain, parce que voilà. Moi, évidemment, j'attends la fin de la saison déjà pour faire rentrer Luis Enrique un peu dans ce panthéon-là, et surtout, j'attends qu'il reste une saison de plus, 2 saisons de plus, peut-être 3 saisons de plus, s'il arrive vraiment à s'inscrire dans la durée, même si après il gagne un peu moins de trophées, etc., ou qu'il gagne pas tout, mais s'il arrive à s'inscrire dans la durée, ce qu'on fait trop peu d'entraîneurs du Paris Saint-Germain dans l'histoire, là vraiment, il y aura plus aucun débat possible. Alors, je reviens sur mon histoire de longévité. Celui qui a coaché le plus de matchs sous le Paris Saint-Germain, c'est Laurent Blanc, 173 matchs. Ouais. Devant Georges Perroche, qui était au fin des années 70, début des années 80. Arthur Georges, ensuite, qui est troisième, 144 matchs de 91 à 94. On a eu ensuite Antoine Camboiré, 134 matchs de 2009 à 2011. Luis Fernandez, Paul Le Guen, Thomas Tuchel, Unai Emery, Luis Fernandez, la première partie, pardon, parce que la première c'était celle entre 2000 et 2003, et puis ensuite il y a eu celle où il fait que 113 matchs, c'est entre 94 et 2016. Ricardo, Gérard Houllier et donc Luis Enrique qui vient après tout ça. Mais les meilleurs entraîneurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour ce qu'ils ont accompli, parce qu'il y a Ancelotti qui est en dessous, mais il a accompli d'autres choses, mais autre part qu'à Paris, ils sont au-dessus, quoi. Ils sont au-dessus de Luis Enrique en termes de longévité pour le moment. Donc on verra. Ouais, bien sûr. Mais après, en fait, moi, je pense que je suis plus agacé par oulala, il faut absolument faire un sondage sur est-ce que c'est le plus grand. On est au mois d'avril, il y a 3 matchs en quelques jours à peine qui arrivent, qui sont fondamentaux et importants. C'est trop tôt. En fait, moi, c'est plus l'agacement de cette nécessité absolument de faire un sondage à ce moment-là. Enfin, il y aura pas. Et puis, alors, en l'occurrence, parce que du coup, c'est moi qui ai fait le papier pour le Parisien, et donc j'avais le sondage en entier sous les yeux. C'était un sondage sur. Ça fait partie des c'est parti sondés, mais il n'y a pas que ça. Ça fait partie des questions qui étaient posées. Et en fait, c'était un sondage. Donc après, alors Odoxa, en ce moment, pour Winamax et RTL, ils font un sondage toutes les 2 semaines, parce que c'est un sondage après chaque match du PSG en Ligue des Champions, c'est fabuleux. Et à chaque fois, c'est moi qui fais le papier dessus, donc c'est très bien. C'est génial. C'est génial. Le sujet, c'était vraiment sur est-ce que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions, est-ce que le match contre Aston Villa vous inquiète, etc. Et puis d'un coup, mais alors sorti de nulle part, est-ce que Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG? J'étais en mode, mais alors, excusez-moi, quel rapport avec tout le reste? Quel rapport avec tout le reste? Donc voilà, c'était vrai que c'était une question un peu saugrenue, mais Elle rentre, comme je disais au départ, peut-être dans un espèce de exactement. cadre où on essaye d'évaluer en ce moment un peu la popularité du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a aussi une réflexion autour de ça. C'est est-ce que cette équipe réussit à se rendre attachante au-delà du fait qu'elle joue bien et qu'elle aille loin en Ligue des Champions, ce qu'elle peut dégager. Un PSG qui va loin en Ligue des Champions, on en a déjà eu des demi, des finales avec d'autres entraîneurs. Le PSG était toujours détestable pour tout le monde sauf les Parisiens. Est-ce que là, avec cette jeunesse, avec ce style très très entraînant, est-ce que le regard des gens change? Et c'est pour ça que on parle toujours de sondage, mais sondage sur quel type d'échantillon? Et là, en l'occurrence, ça aurait peut-être été intéressant de voir aussi la sociologie des gens qui sont interrogés, parce que même à ce niveau-là, je pense qu'entre un cinquantenaire qui a vu le PSG de Luis Fernandez battre le Barça de Cruyff, par exemple, est-ce que lui va penser la même chose qu'un jeune de 20 ans qui là découvre ce que c'est qu'un club qui fonctionne de cette façon-là, avec pas tu vois, la République des joueurs, avec une équipe très très collective. Donc c'est pour ça, c'est plus pour moi des indicateurs que vraiment des éléments pour avoir des conclusions fermes, quoi. Bon, c'est intéressant. Non, oui, après juste sur la sociologie des sondages, après, ça c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que c'est en général un échantillon de 1000 personnes, ce qu'ils appellent le représentatif de la population française de plus de 18 ans. Donc en fait, t'as toujours un peu de tout là-dedans. Et puis, je crois que dans l'échantillon de ce sondage en particulier, tu avais quelque chose comme 200 supporters du Paris Saint-Germain ou 220 supporters du Paris Saint-Germain. Mais donc voilà, t'as un peu de tout là-dedans. Et puis après, bon, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, Tidiane, c'est-à-dire que c'est toujours un indicateur de popularité, c'est toujours une prise de température un peu facile. Après, c'est toujours le piège des questions un peu binaires sur les sondages comme ça, c'est-à-dire que c'est oui, non, il n'y a pas vraiment de nuance
nuance, quoi. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de oui attendons, c'est oui non ne se Non, prononce c'est pas. oui ou non. Voilà, c'est oui non ne se prononce pas et voilà quoi. On n'a pas les motivations. Et par de contre, ce chacun. qu'on peut dire aussi, sans vouloir ni relancer ni rouvrir un autre débat, c'est que c'est très certainement l'entraîneur le plus impactant de l'RQSI, de par les changements qu'il a réussi aussi à initier dans un club qui était un peu enfermé dans cette politique de star et on pensait que c'était impossible et où on a vu pour le coup d'autres grands entraîneurs, Ancelotti, Emery, Tourelle, qui avaient une science tactique mais qui n'arrivaient pas à s'accommoder du contexte politique du club. Là, on voit un entraîneur qui arrive. Donc peut-être que lui, il aura, au-delà du jeu et de ce qu'il nous a apporté sur le terrain, cette faculté à avoir réussi à gérer le virage un peu idéologique du Paris Saint-Germain sur la politique sportive. Tout à fait. Et on souhaite que Luis Enrique devienne le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG, parce que ça voudrait dire qu'il y a des accomplissements qui sont plutôt pas mal. Donc Oui, ça serait bien. bien sûr. Ça serait bien. On souhaite On que va le souhaiter 1er ça. juin, il n'y ait plus de débat, quoi. Ça peut lui permettre aussi de On va donner faire, des interviews, c'est pas mal. Non mais franchement, Oui, c'est vrai. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour parler des jeunes et pour parler du match face à Nantes et face à Nice. Ici Paris-Île-de-France, chaque matin, bienvenue chez vous avec Romain Bruno. Promenons-nous dans les bois, dans nos belles forêts d'Île-de-France. Quelles sont les balades à y faire en famille? Quels animaux pourrez-vous y croiser? Rendez-vous ce mardi dès 9h pour en savoir plus. Bienvenue chez vous. Écoutez Ici Paris-Île-de-France, tous les jours dès 9h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Baptiste Durieux, Tidiane Bonsoir. Imbo et Alexandre Aflalo. Merci, Romain. Voilà. On parlait, si vous voulez savoir, on parlait de la mort du pape puisqu'on a reçu la notification juste avant d'entrer dans le studio. Et si Luis Enrique était le prochain pape. L'impact, on va attendre un petit peu. Et l'impact surtout sur le championnat italien, puisque les matchs de championnat italien ont été repoussés là aujourd'hui après l'annonce de la mort du pape. On va parler des jeunes maintenant. On va parler des jeunes, notamment de Mayulu et de Mbaye, qui étaient titulaires les deux face au Havre samedi. On va parler de leurs prestations et surtout on va parler de leur place dans le projet. Quelle place vous voyez à court, moyen et long terme pour ces joueurs-là? Déjà, je commence avec toi, Baptiste. Est-ce que on peut associer véritablement les deux situations, celle de Mayulu et de Mbaye, où il faut vraiment séparer la manière dont ils peuvent être importants et dont ils peuvent impacter le projet PSG? non, enfin c'est globalement la même dramaturgie, c'est-à-dire que c'est deux joueurs qui sortent un peu du lot chez nos amis de la U19, qui sont dans le groupe pro et qui effectivement sont les deux seuls aujourd'hui à bénéficier d'un peu de temps de jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé leur match. Yoram Zague est complètement sorti de la rotation. Par exemple, exactement, tout à fait. Je trouve que leur match est bon. Franchement, par rapport au temps de jeu qu'ils ont, par rapport à l'expérience qu'ils ont, je trouve que c'est un match avec beaucoup de personnalité, qu'ils ont réussi quelque part à saisir leur chance et qu'on peut compter sur eux. Après, sur ce fantasme, effectivement, de mettre à contribution ce vivier exceptionnel de la région Île-de-France au global, on n'est quand même pas aujourd'hui dans un truc qui est très abouti, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que Zaïre Emery, par exemple, qui est un joueur formé pressé l'équipe MB aussi, mais quelque part, il n'y en a pas énormément non plus. Je trouve qu'on en parle beaucoup moins. Il y a eu cette époque aussi avec les Xavi Simons, avec aussi Zaïre Emery à l'époque, quand il n'était pas du tout, pas du tout installé dans le groupe professionnel. Je peux citer Ayman Kari aussi, d'autres talents formidables dont on parlait beaucoup. Je trouve que là, notamment les U19, on en parle un petit peu moins. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de talent, ou en tout cas fatalement que ces joueurs-là ont beaucoup moins d'importance dans le 11 aujourd'hui du PSG chez les A, quoi. Donc beaucoup de nuances en fait quelque part. J'aimerais quand même que j'idéalise un petit peu le Barça, parce que là quand on regarde effectivement la feuille de match, après a priori il n'y a pas Lamine Yamal à Poissy, mais voilà, j'aimerais quand même qu'on tende vers plus de joueurs formés au club. C'est un vivier qui est trop important et je trouve que c'est vraiment un truc formidable à faire et extrêmement important pour l'image de ton club et pour sa politique sportive. Alex, est-ce que Mbaye, Mayulu ont les qualités pour être des joueurs de rotation comme peut l'être par exemple un Zaïre Emery maintenant? Moi, je pense que Mayulu, il est prêt. Je le vois parce qu'à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il a joué cette saison, il a été intéressant, il a été impactant, il a été techniquement intéressant, il a été volontaire, beaucoup d'énergie, etc. Mbaye, c'est peut-être trop tôt pour le dire, il a que 17 ans. Il a eu 17 ans en janvier. Il a eu 17 ans, alors effectivement, à cette période-là, un garçon comme Warren Zaïre Emery montrait déjà beaucoup de belles choses. Mais Ibrahim Mbaye, au demeurant, sur les quelques fois où il a apparu cette saison, il a plutôt impacté positivement, je pense, les gens qui étaient devant le match. Donc, en tout cas, enfin.
Je pense que, en tout cas, c'est les deux qui aujourd'hui sont clairement les mieux positionnés pour avoir quelconque futur au PSG, parce que comme tu le disais, Yoram Zagué, malheureusement, il a complètement disparu de la circulation, alors qu'il y a une vraie position pourtant à prendre en tant que doublure d'Achraf Hakimi. Et après, je rejoins Baptiste sur le fait que, en fait, peut-être que ta génération dorée qu'il aurait fallu vraiment inclure dans l'effectif, c'était peut-être celle d'il y a 2, 3, 4 ans, les Shai Simons, les Iman Kari, les Edouard Michu et compagnie. Oh. On l'a oublié celui-là. Hein. Non, mais c'est clair, ouais. Mais en fait, j'ai effectivement, et quand j'ai pu en parler avec des confrères qui suivent beaucoup les U19, que ce soit Marc Méchenois, Benjamin Corrèze ou d'autres, qu'on salue et qu'on embrasse, c'est vrai que tous ont un peu l'impression d'un espèce de pas d'un trou générationnel, mais d'un petit creux de la vague, quoi, en termes de qualité actuellement chez les U19. Donc, tous les ans, ça peut pas être la folie. Et Voilà. après, très factuellement, s'il y avait un crack absolu qui pourrait foutre Vitinha, Désiré Doué ou je ne sais qui sur le banc, on le saurait. Non, mais on le saurait. Luis Enrique est pas fou. S'il y avait un génie absolu au sein du centre de formation cette année, il serait dans le groupe et apparemment, c'est pas le cas. Mais donc c'est là. Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours. Il vaut mieux récupérer un ou deux vraiment joyaux du centre de formation et les inclure un peu prudemment dans l'effectif, comme ils le font là actuellement avec Mbaye, qui a toujours été considéré comme un crack, et Mayoulou qui était aussi très bon, plutôt que de se disperser à vouloir en signer 14 par saison et Bien puis sûr. être un peu au petit bonheur dans la chance, etc. Ça, pour le coup, le PSG s'est vraiment rationalisé, on va dire, sur cette question-là depuis 2-3 ans, on va dire, et c'est pour le mieux, je pense. Juste pour Yoram Zagué, il avait eu. Ce qu'on nous dit, c'est que le staff n'a pas forcément aimé les prestations qu'il a pu sortir, notamment en Coupe de France. Il y avait eu le match contre l'Espalie où il était sorti à la mi-temps, qui était un avertissement. Et le match contre Le Mans, celui d'après, il est aussi sorti à la mi-temps. Et depuis, il n'est même plus dans le groupe, quoi. Il est même plus dans le groupe. Donc c'est après ces matchs-là qu'il y a eu une petite cassure avec le staff, notamment. Et franchement, heureusement que Achraf Hakimi est littéralement incassable, parce que le jour où il se blesse, on aura des problèmes. On va quoi. toucher du bois un peu Ouais, partout. hop là, parce hop que, là. Ouais, ça pareil, ça c'est un dis des truc trucs, inédit cette saison quand Dis même. des trucs, c'est heureusement fou. qu'on n'est pas superstitieux. Hein, C'est clair. franchement. Après, juste, je parle beaucoup, mais très rapidement, au-delà effectivement de ne pas avoir beaucoup de joueurs du centre de formation, il y a quand même aujourd'hui une vraie politique de ramener des joueurs franciliens au sein du club, formés ou pas au PSG. Mais je pense à Ousmane Dembélé, je pense à tous les joueurs français aussi, à la jeunesse, notamment française, là, je peux Barcola, les Désiré Doué, etc. Tout ça, ça a du sens aussi, au-delà du centre de formation, et c'est très positif. Tidiane, est-ce que tu vois une place potentielle dans le projet PSG pour Mayoulou et pour Mbaye, et est-ce que tu les vois potentiellement devenir un jour des titulaires à terme au Paris Saint-Germain? Franchement, ce serait se lancer dans un numéro de voyance qui n'est pas dans mes compétences, Romain, mais dans tous les cas, ce sont deux joueurs qui peuvent et vont, je pense, avoir une utilité pour le club, déjà parce que ils peuvent rentrer dans une rotation. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alex. Je fais un distinguo entre Mbaye, qui est pour moi encore en éveil à 16 ou 17 ans, dans une équipe de stars, qui a un petit peu de temps de jeu depuis le début de saison, et Mayoulou, qui pour moi est tout à fait prêt à 18 ans maintenant, à être dans une rotation, on va dire, un peu élargie, parce qu'il a montré qu'il avait les caractéristiques aussi pour rentrer dans ce jeu-là, dans cette rotation. Donc moi, je fais ce distinguo-là. Et puis après, il y a l'enjeu, on va dire, un peu plus symbolique. On en a parlé sur le fait que tout jeune joueur issu de la région parisienne qui rentre dans cette équipe devient un peu un espèce d'ambassadeur, de symbole, et ce qui est toujours important, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'attachement. Les supporters, en France d'ailleurs, pas qu'au Paris Saint-Germain, ils aiment bien les jeunes. Ils aiment bien voir des jeunes parler à des Lyonnais, parler à des Marseillais qui, eux, sont dans la problématique inverse parce qu'ils n'arrivent jamais à sortir, à part de temps en temps, tous les 3-4 ans, un mec qui sort et qui s'installe dans l'équipe type. Au Paris Saint-Germain, Rennais aussi. Paris Saint-Germain, alors on n'est pas Rennes et on n'est pas non plus Lyon. Mais aussi parce que on n'a pas la même politique sportive aussi. Donc ces joueurs-là, pour moi, ils peuvent avoir une utilité à court terme pour jouer dans l'équipe. Et puis à moyen long terme, il y a aussi un enjeu économique. Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Paris Saint-Germain était en difficulté par rapport au fair play financier. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est de vendre Diaby, c'est de vendre Nkunku, c'est de vendre un certain nombre de joueurs, d'en tirer 60 ou 70 millions d'euros, parce que le PSG achète beaucoup, mais le PSG doit vendre aussi. À un moment, il y a des lois, il y a des règles, même si évidemment le robinet des dollars, Made in Qatar peut solutionner tout un tas de choses, mais il y a quand même la nécessité de temps en temps de vendre.
et les jeunes joueurs parisiens par rapport à ce label Île-de-France et à ces, voilà, ils peuvent aussi représenter une manne financière. Donc pour moi, dans tous les cas, il y a un enjeu autour de ces joueurs. Maintenant, les imaginer en futurs tauliers après les avoir aperçus une poignée de matchs, je leur souhaite. Mais je pense que ça restera quand même un pourcentage réduit par rapport aussi à ce qu'est la difficulté de rentrer dans cette équipe aujourd'hui. Bon, on verra. C'est vrai que c'est une exigence énorme et puis c'est une difficulté grande d'être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. On a parlé de Warren Zaïre-Emery tout à l'heure. C'est vrai que voilà, c'est ça aussi être un footballeur pro, et donc c'est difficile. C'est arrivé au bon moment aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple aussi des jeunes joueurs recrutés par le Paris Saint-Germain qui sont pas nécessairement formés, mais moi je pense à un Hugo Ekitike. Qui pour moi est arrivé peut-être au mauvais moment, alors qu'il avait en termes de potentiel, de qualité, il avait à peu près tout, ce mec, pour avoir pourquoi pas un rôle au Paris Saint-Germain, et finalement il tombe sur l'année où il y a Neymar, Messi, Mbappé, et où en plus il y a un coach qui n'est pas forcément adepte de la rotation, et donc voilà, ça se joue aussi sur ce genre de détails-là. Bon, on verra ce que ça donnera pour Mayulu et Mbaye. On va terminer cette émission avec les 2 matchs qui nous séparent maintenant de la rencontre face à Arsenal. Les rendez-vous, c'est donc face à Nantes, demain face à Nice, vendredi au Parc des Princes. Nantes, ça sera là-bas. C'est des matchs que j'aurai le plaisir de commenter au stade, donc je suis très content. Donc je pars à Nantes demain matin. D'ailleurs, pour me remplacer dans le billet, on aura moi, bonjour. Monsieur Alexandre Avalon qui sera là mercredi notamment. Je vous pose la question. Là, on a 2 matchs. Est-ce que pour ces 2 matchs, il y a un match sur lequel vous mettez l'équipe type? Et est-ce que le match sur lequel vous mettez l'équipe type, c'est plutôt Nantes ou plutôt Nice? Je vais commencer par toi, Alex. Tu mettrais l'équipe type sur un des 2 matchs? Et si oui, sur quel match? C'est une question qui est pas évidente, je trouve, parce que c'est toujours un peu la question comment tu. Enfin, moi, je suis ni entraîneur de foot ni préparateur sportif, ni préparateur physique, pardon. Et c'est vrai que j'ai aucune idée de comment on gère un effectif en termes d'énergie, de préparation physique, etc. avant un match qui est le plus important de ta saison, qui est une demi-finale de Ligue des Champions. Et en fait, est-ce qu'il vaut mieux reposer certains? Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils restent dans le rythme? Est-ce qu'il vaut mieux parce que par exemple, on en a un peu parlé. Tu arrêtes de frapper le micro, s'il te plaît. J'ai malheureusement pas fait exprès. On en a beaucoup parlé après Aston Villa, mais le report du match face à Nantes, on a pu aussi imaginer que le fait d'avoir une semaine complète de repos dans une saison où tu joues tous les 3 jours en général, ça a peut-être aussi un peu cassé le rythme, etc. Et là, donc, Paris n'a pas fait la demande. Paris n'a pas fait la demande. Donc pour Strasbourg, c'est pour Strasbourg qui est entre les 2 matchs. Ah oui, entre les 2 matchs, pardon, excusez-moi. Donc en fait, après, c'est des questions qui se rejoignent. C'est-à-dire que est-ce que dans la semaine qui précède ce match-là, tu vas faire jouer tes titulaires tous les 2 jours pour qu'ils soient dans le rythme et dans le jus et qu'ils enchaînent, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils se reposent? Moi, c'est un truc, je suis incapable de répondre là-dessus. Ma seule inquiétude, c'est les blessures, en fait. Ma seule inquiétude, c'est que, et c'est même pas tant une blessure physique, un claquage ou quoi, c'est que en fait, Nicolas Pallois vienne t'encastrer Bradley Barcola à la 14e minute mardi, et qu'on soit tous en train de pleurer parce qu'il sera pas là contre Arsenal. Donc voilà, moi je pense que de toute façon, Luis Enrique, il va faire un peu un mélange des deux. Il mettra pas, je pense qu'il va beaucoup faire tourner, beaucoup faire de changements pendant les matchs, et puis il va même faire tourner son effectif pour que tout le monde ait du temps de jeu avant Arsenal. Bien sûr. Et c'est peut-être la meilleure solution, c'est-à-dire qu'en gros que tout le monde ait au moins entre 60 et 100 et 110 ou 120 minutes de jeu sur les 2 matchs pour être au max avant Arsenal, quoi. La vision binaire, Baptiste, ça serait de dire on est une semaine d'Arsenal, on met l'équipe type face à Nantes, et contre Nice, tu fais tourner. Ah bah oui, mais très clairement, ça va être ça. Hein. Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. C'est-à-dire, si on suit la logique effectivement de ce qui se passe depuis la nuit des temps, c'est effectivement une rotation au match qui est le plus proche de celui qui est le plus important et qui est le match d'Arsenal. Mais après, de toute façon, il n'y a pas forcément d'équipe type en clair, même si parfois on ne sait jamais si c'est Barcola ou Désiré Doué, ou il y a 2-3 ajustements, mais globalement, oui, ça va tourner sur les 2 matchs. Et je pense que là-dessus, Luis Enrique, c'est un truc qu'on peut lui accorder aussi. Et encore, c'est une gestion parfaite de l'effectif. C'est littéralement 0 blessé. Et c'est un truc où, à la fois physiquement, il concerne tout le monde et psychologiquement, il concerne tout le monde aussi. Donc, franchement, non, ça va être équipe type, je pense. Proche de l'équipe type face à Nantes demain, et puis
et puis un peu de rotation face à Nice. Juste le seul truc que je noterai, et après je laisserai la parole très courtoisement à Tidiane, c'est que il faut pas non plus minimiser l'importance aussi de l'invincibilité en Ligue 1, et que Nice c'est une équipe qui est en très bonne position pour la Coupe d'Europe, qui va jouer chèrement sa vie face au PSG, et que en fait si tu arrives et que tu mets vraiment l'équipe que tu as alignée face au Havre hier, à voir avec un ou deux changements de plus, tu vas au-devant de grandes déconvenues, comme dirait Aimé Jacquet. Parce que c'est vrai qu'il y a une histoire d'importance des objectifs qui peut peut-être rentrer en compte. Si l'idée c'était de faire tourner face à Nice, mais qu'en fait tu te retrouves face au meilleur des deux adversaires et que tu es en galère, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, c'est un peu moi ce qui était ma réflexion à la base. Très basiquement, je me suis dit, bon, bah, il y a une des deux équipes qui a l'air un peu plus forte que l'autre. Bah, si tu dois mettre ta meilleure équipe, tu la mets contre Nice, a priori. Maintenant, faut prendre en considération qu'en ce moment, la Ligue 1, c'est une variable d'ajustement dans la fin de saison du PSG. Tous les objectifs, quand bien même honorifiques, dont on parle, l'invincibilité, etc. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir ton équipe optimisée pour les échéances Ligue des Champions. Et donc là, c'est vrai que la condition physique des joueurs, l'optimisation des organismes, tout ça, c'est ce qui doit passer en premier lieu, même si la dynamique est importante, toute la notion de confiance accumulée, etc. Oui, pas de problème, mais ce qu'il faut, c'est que l'équipe elle soit prête pour le match d'Arsenal. Mais moi, je trouve que ce qui est rassurant quelque part, au-delà du fait que, et là ça a été très bien dit par Baptiste, on a un coach qui de toute façon, lui, dans son approche, a maximiser son effectif afin d'être prêt pour cette période-là du sprint final en ayant un maximum de force vive. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'enjeu dramatique autour de l'effectif. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, un tour de Ligue des Champions, c'était l'angoisse de savoir est-ce que Mbappé serait présent. Donc le match d'avant devient une espèce d'angoisse parce que si tu le perds, en fait, l'entraîneur, on le fout sur un bûcher et puis ça devient le drama absolu. Tu as eu les mêmes questions pour des joueurs comme Verratti, comme Neymar à leur époque. Aujourd'hui, le PSG, c'est là où tu te rends compte que le club devient plus fort et que la méthode de l'entraîneur est à mon sens pertinente. C'est que quand bien même tu perdrais un joueur contre Nice, évidemment, tu perds Vitinha, c'est problématique. Parce que c'est l'orchestrateur. Évidemment, peut-être qu'il y a 2-3 joueurs dans l'équipe qui seraient des pertes un peu plus importantes. Mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu es blindé en solutions et tu as construit une équipe qui n'est plus dépendante de l'individualité. Donc, tu pourrais passer au-dessus. Donc, quelque part, ce débat qu'on fait aujourd'hui à 11h11, plutôt, on va dire, en fin d'émission, peut-être qu'il y a 2-3 ans, on aurait ouvert avec. Ouais, on aurait démarré par ça. Bah oui, en se disant vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour c'est fou, c'est clair. Tu vois, ça c'est vraiment le côté aussi l'angoisse du match de Ligue des Champions qui n'est plus aussi prégnante qu'à une certaine époque. Tu as une forme de sérénité aujourd'hui, c'est-à-dire que les blessures n'existent pas. Je me rappelle plus les blessures musculaires, hein. C'est-à-dire que que les blessures sur des coups ça peut arriver parce que c'est du foot quoi. Ah, mais bien sûr. Mais les blessures musculaires notamment c'est fou, c'est-à-dire que mais je trouve ça prodigieux. Moi j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais faire une visio avec tous les mecs qui s'occupent de ça au PSG. Non mais c'est un truc qui est de l'ordre du miracle. Moi j'ai changé ma vision de l'aspect de la blessure. Avant je trouvais que chaque blessure était de la malchance. Ouais. Mais en fait, t'as des coachs et des staffs. C'est des Formule 1 les mecs, c'est-à-dire qu'ils ont des instruments de mesure du niveau de fatigue et ça qui existe depuis déjà un certain temps. Quand tu vois, je sais pas, par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais hier on regarde le match de Lyon, on se dit tous qu'Almada doit jouer ce match, mais par rapport à ce qu'Almada a accumulé sur les 4 ou 5 dernières semaines, les voyages en Argentine, les titularisations, les minutes du match les mecs ils ont des instruments et ils se disent en fait même si sportivement le match me demande de le faire jouer, en fait j'ai un risque qui est évalué à je sais pas 15, 20, 25, 30, 50% de blessures et à ce moment-là le coach a les outils pour faire son choix. Donc tu vois, pour le coup, pour revenir sur le PSG, c'est vrai que ces outils-là, je pense qu'ils existent quand même depuis un certain temps. Et pour autant, au PSG, en 2 ans, t'es passé d'une infirmerie qui n'était littéralement jamais vide à une infirmerie qui aujourd'hui n'est jamais pleine en fait. On a eu quand même il y a 2-3 ans des 5, 6, 7 joueurs vraiment importants qui étaient au frigo en mars quoi. Bien sûr. Parce que je sais pas ce que foutaient les médecins dans ce club se foutaient les préparateurs physiques mais il y a plein d'autres clubs moi je parle souvent du FC Barcelone. Le FC Barcelone cette année
en termes de blessures musculaires. Ouais. C'est très très limité par rapport aux saisons précédentes, avec des joueurs qui pourtant étaient bien sûr. candidats à ça. Tu vois, Oui, Pedri, oui. c'est un joueur qui et a pas puis réussi ils à ont eu enchaîner. énormément eux de débats sur l'optimisation athlétique des joueurs parce qu'ils ont perdu un Fati qui était un des grands espoirs parce que justement il y a eu une gestion athlétique et médicale qui a posé question. Tu as parlé de Pedri qui a été aussi un enjeu, voilà, et aujourd'hui on voit quand il fait une saison complète, ça change quand même la face du Barça. Je pense que tu as la même réflexion sur un Lamal qui à 16-17 ans enchaîne les matchs tous les 3 jours, pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une gestion à avoir? Ça aujourd'hui, c'est vrai que si t'as pas les données médicales, en fait, tu parles un peu, je vais pas dire dans le vent, mais c'est difficile d'avoir un regard formel. Mais là, quoi. c'est extraordinaire. J'ai l'impression que c'est protégé par la main d'une divinité au-dessus de Poissy là qui garde autour. Et Cette l'infirmerie divinité s'appelle Luis Enrique. exactement. C'est ça. Et l'infirmerie, c'est même pas qu'elle est pas pleine, c'est qu'elle est vide quoi. C'est-à-dire que Mais les infirmiers au PSG se font chier. Non, mais ils n'arrêtent pas de nous dire. le médecin là est en train de négocier sa rupture conventionnelle chez Match Technique parce qu'évidemment il ne sert à rien. Et puis non, mais franchement, blague à part, c'est fabuleux et c'est très bien. Et évidemment que c'est pas du hasard surtout. Bon, voilà pour ce débat. On va terminer cette émission là-dessus tout de suite. Merci pour cette émission. Je m'en mêle un petit peu sur la fin des podcasts. C'est à chaque férié, fois. t'as le droit. C'est un peu ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Baptiste Durieux, à Merci, Didier Romain. Nimbo, à Alexandre Aflalo qui était là pour ce 100% PSG La Tribune. Merci à vous qui êtes avec nous, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Il y a de plus en plus de messages, de commentaires à chaque fois sous les vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, mettez-nous des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Puis abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous aide là aussi. Ça nous donne du poids et ça nous permet de développer d'autres concepts prochainement. Donc voilà, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à aller sous la vidéo YouTube pour poser votre like, pour mettre des commentaires, pour que ensuite on ait une grande communauté de supporters parisiens qui peuvent regarder nos contenus. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Juste les prochains rendez-vous. Demain, le match sera commenté sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, le match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi, je sais plus si c'est 20h45 ou 21h. 20h45. 20h45 le coup d'envoi, voilà, donc on sera là sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France avec Pia Clément. Passez une très très belle journée et à très vite dans le podcast 100% PSG, La Tribune.